Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH. L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun. Présenté par l'agence marketing Wavency. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 4 où on parle d'attraction de talent. En premier, on commence avec Marie-Gaëlle, directrice des ressources humaines chez Avul Supermarché Santé. Ça se poursuit avec Solange, directrice des ressources humaines chez Structube. Par la suite, Daniève, directrice des ressources humaines chez Primo Vélo. Et on termine avec Sébastien, vice-président pratique numérique chez Edelman. Bon épisode! Dans le fond, moi, j'étais curieuse de. Dans le fond, tantôt, tu disais, vous avez passé de 4 à 9 personnes. Est-ce que ça vient avec la grosseur des magasins? Tu penses que ça vient avec plus de besoins en RH? C'est-tu le fait que la compagnie a grossi, ça suit les gens au niveau des ressources humaines ou c'est à cause des besoins ont changé que vous avez agrandi les équipes? C'est un mix d'un peu de tout ça. Dans le fond, en ressources humaines, on parle souvent d'un ratio RH qui va varier. Une RH ça peut être entre 100 à 150. Mais il y a d'autres, ça dépend vraiment des industries, parce que souvent, une industrie, je ne sais pas, de manufacturier, c'est sûr que tu vas avoir une RH pour peut-être 100 personnes. Mais quand c'est du commerce de détail comme nous, souvent, c'est le ratio de 1 pour 150. Fait que c'est sûr que c'est toujours notre guideline, mais là, après ça, ça ajoute d'autres projets, comme là, nous, on magasine un nouveau SIRH, donc notre système intégré de ressources humaines. Donc, j'ai embauché une ressource là, qui travaille 30 heures par semaine sur ce projet-là, mais aussi toute l'optimisation de nos processus RH. Parce qu'avec la croissance, c'est sûr qu'embaucher une personne quand on était tout petit, c'était facile et rapide. Mais là, maintenant qu'on est dans une grande entreprise avec plus de politique, plus de procédures, c'est sûr que ça demande une certaine efficacité ou revoir les processus. Surtout au niveau de l'intégration, j'imagine. Là. Oui. Okay. On est en plein dans ce processus-là là, en ce moment. OK, parfait, excellent. Puis, toi, ça fait longtemps que tu fais ça, c'est quoi les méthodes, mettons, avant, je sais que surtout dans le commerce du détail, c'était vous voulez engager quelqu'un, vous aviez souvent une pile de CV qui était là. Là, maintenant, on est dans toute autre chose. Là, il faut payer pour les CV. Souvent, il faut faire du marketing RH qui vient suivre avec ça. C'est quoi la plus grosse différence, le plus gros défi que tu as vu dans les dernières, mettons, 5 ans? Quand j'ai commencé, c'était quand même difficile. Okay. Sur les bancs d'école, on nous parlait de la pénurie de main-d'œuvre. Puis, mais dès que j'ai commencé, recruter des gens en succursale, des bonnes personnes là, qui aiment le service client, par exemple, ou qui fit vraiment dans le profil, c'était déjà pas facile parce qu'une personne sur 2 ne se présentait pas à l'entrevue. C'était déjà comme ça, il y a 10 ans. T'sais. Aujourd'hui, c'est rendu infernal. Si tu ne rappelles pas ton candidat en dedans de 3 heures, tu l'as perdu. Souvent, mes superviseurs de succursale, ils vont avoir reçu un CV, vont aller voir le CV sur la plateforme, vont appeler la personne. La personne va dire, je me suis déjà trouvé un emploi. Mais attends, c'est même pas avec une entrevue téléphonique. C'est même pas passé 24 heures entre le moment où on a reçu le CV. Puis, c'est la vitesse à laquelle il faut agir. Puis c'est là où les technologies prennent toute la place. Puis tu parlais d'acheter des CV et tout ça. Clairement, le numérique, aujourd'hui, tu ne peux plus fonctionner sans sponsoriser, sans calculer ton coût par CV. Puis aussi de faire des campagnes. On travaille beaucoup en collaboration avec notre département marketing, mais on essaie de faire nos campagnes ensemble parce que eux, mettons, ils font de la notoriété, mais nous, on va aller chercher probablement des CV dans cette campagne-là. Mais vraiment, l'avenue des mots-clics, choisir les bons types de postes. Souvent, on peut essayer 2-3 types de postes pour le même poste parce que c'est pas nécessairement les mots-clés que les candidats vont chercher quand ils font leur recherche d'emploi. Fait que c'est rendu très, très poussé. En fait,
Ouais. C'est comment que je vais plaire au client et non comment le client va se plaire à nous. Là. Ça a vraiment, pas le client, mais le candidat. Fait que ça a vraiment Ouais. changé comparativement à avant. Je pensais pas prendre cette direction-là, mais justement, l'enjeu de, nous, on le voit avec des clients avec qui on collabore au niveau marketing RH, l'enjeu de, ils ont un département marketing, mais là, eux, le marketing focus sur un objectif de notoriété, de faire connaître, peu importe si c'est une succursale ou la compagnie. Fait que là, tout ce qui est marketing RH tombe comme dans une craque de comme c'est-tu le département de RH qui s'en occupe, c'est le département de marketing. Est-ce que vous avez des moyens, vous, que vous veniez pallier à ça? Tu parlais d'entraide. Comment vous faites pour venir comme, OK, mais il faut travailler la marque employeur à travers la création de contenu, mais la création de contenu est déjà en train d'aider pour la notoriété du Ouais. magasin. C'est comment vous venez travailler en synergie? Ben, tu sais, ça revient souvent à l'équipe de direction. Tu sais, j'ai un directeur marketing il est tellement pro RH. Tu sais, j'ai pas besoin d'expliquer de midi à 14 heures qu'on cherche du monde, tu sais, puis que c'est important, puis c'est urgent, tu sais. Même chose pour ma directrice financière. Tu sais, j'ai pas besoin d'y expliquer de midi à 14 heures les bienfaits de certaines mesures RH, tu sais. Tu sais, on a une équipe de direction qui est humaine, fait que, tu sais, c'est facile à ce niveau-là de collaborer. Puis, tu sais, mon directeur marketing comprend que c'est aussi vendeur d'avoir des employés heureux, puis de mettre ça de l'avant, le côté humain, ben c'est en lien aussi avec notre mission puis notre entreprise. Tu sais, on a cet avantage-là chez Avril que, tu sais, la marque en soi attire Ouais. déjà. Fait que, tu sais, on a un bon pouvoir d'attraction. Mais c'est sûr que faut voir ça comme une collaboration puis un partage de budget des fois là, entre le marketing puis aussi c'est que le marketing RH il peut pas ça peut pas être une stratégie à part. Il faut qu'il y ait une uniformité puis Absolument, non, c'est il nécessaire. faut que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise. Oh ouais, puis tu sais, le côté humain, là, ça, honnêtement, c'est quand, je pense que c'est la semaine, 2 semaines environ, un événement réseautage, tout le monde se présentait, puis tout le monde était comme nous, l'humain est au centre d'entreprise. L'humain, le mot humain revenait dans chaque présentation ou Ouais. speech, puis nous, on l'utilise beaucoup, agence marketing humaine, puis souvent, c'est les gens qui nous disent ça. J'ai aimé cette approche-là, j'ai aimé ce mot-là. Puis le candidat, c'est la même chose, d'avoir cette approche-là, je pense que c'est la bonne pour venir au recrutement, surtout quand c'est souvent peut-être des postes plus saisonniers, des postes plus Ouais. étudiants, tout ça, ben, je pense que c'est recherché dans tout type de postes, là, mais surtout ceux-là qui sont Ouais. temporaires. Là. Ouais. Puis, tu sais, au niveau des nouvelles, on parlait beaucoup de technologie par rapport, par exemple, à ce que vous implémentez beaucoup des choses à l'interne, au niveau d'attraction de talent externe, des nouvelles choses que vous faites depuis, c'est plus juste mettre une pancarte dans la vitre et dire on recrute. Là. Fait que c'est quoi que vous faites récemment, vous, qui avez remarqué, mettons, qui sortent un peu du lot, qui vous a beaucoup aidé? J'ai une conseillère recrutement, Charlène, qui est vraiment très proactive. On a essayé plein de nouvelles choses, les sponsors sur Indeed, ceux sur LinkedIn. Il y a aussi, en tout cas, une firme qui est spécialisée justement dans la sélection des types de postes qui peuvent le mieux fonctionner parce que ce qui est le fun, c'est que ces entreprises-là sont capables de chiffrer. Tout ce qui est numérique se chiffre. Fait que c'est plus facile souvent à dire ça a été quoi mon retour sur investissement. Mais sinon, on a aussi été approché par une nouvelle application qui s'appelle Happy Ear. On n'a pas encore, mais c'est assez innovateur comme processus de recrutement. Là, on parle de. En fait, il paraît que la SEQ utilise cette application-là, puis le processus le plus rapide de recrutement qu'ils ont fait, c'est entre l'affichage puis le recrutement, ça a pris 15 minutes. Parce que dans le fond, les gens ont des profils, puis ils sont déjà comme préqualifiés, si on peut dire, pour certains postes. Puis c'est vraiment une application qui est spécialisée pour les postes à taux horaire. Donc, tout ce qui est justement commis, caissière, ce genre de poste-là. Mais c'est là où on voit, il y a une partie de cette application-là aussi qui est de l'intelligence artificielle. Fait que, on commence à explorer un peu d'autres alternatives que juste les sites traditionnels d'affichage comme Jobilico, Indeed, qui viennent chercher nos affichages sur notre site Internet. Fait que ça a toujours ça de facilitant. On n'a pas de manipulation manuelle supplémentaire à faire pour afficher sur Indeed.
comme c'est un agrégateur, ça vient chercher nos affiches. C'est sûr que c'est facilitant pour nous. Puis on le voit là, dans les statistiques de CV qu'on reçoit. Le Indeed, c'est, je pense qu'à 50% de nos candidats. OK, bon, parfait. Ouais, c'est tellement différent de type de poste, j'imagine. Est-ce que tu fais une différence par rapport à, justement, quand tu cherches quelqu'un qui est comme en caissier ou peu importe, caissière, commis, versus quand tu vas chercher, mettons, un directeur de type. Le coût par CV, c'est sûr qu'il est plus élevé, mais est-ce que vous faites des stratégies différentes par type de poste aussi? Ben, en fait, pour tout ce qui est poste de professionnel au siège social, le fait d'afficher sur LinkedIn, ça, tu sais, déjà là, puis faire du sourcing, ça, c'est l'autre étape de plus qu'on fait maintenant. Vraiment de faire des recherches plus poussées. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on ne réussit pas à trouver des postes très nichés ou très spécialisés, ben là, à ce moment-là, on fait affaire avec des agences ou des firmes de chasse de tête, mais c'est toujours en dernier recours à cause du coût élevé. Oui, non, c'est ça. Mais vraiment, de mettre du temps dans la recherche sur LinkedIn, puis de lancer des perches, souvent, ça peut générer. Ça peut porter fruit. Ça prend du temps. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Encore une fois, la technologie vient pallier au temps parce que sinon, il faudrait que vous ayez une équipe de 40 en RH pour être capable de faire tout ça s'il n'y avait pas la technologie. Puis sinon, quand même, on ne se cachera pas, vous n'êtes pas les seuls qui font des stratégies d'attraction puis qui font des stratégies de marketing RH en ce moment. Non. Comment que, de votre côté, tu fais pour vous penser, dans le fond, votre département et toi, aller chercher justement que ce soit des talents ou peu importe le type de poste, qu'est-ce que tu penses qui vient vous différencier niveau candidat, attraction de talent versus les autres, mettons? Oui. Ben, tu sais, je pense qu'on ne réinvente pas la roue parce que, tu sais, tout se fait, puis les entreprises sont de plus en plus concurrentielles, on ne se le cachera pas là, dans le commerce de détail, mais si je prends un des avantages distinctifs qu'on a chez Avril, c'est notre escompte employé. Fait que, on a mis ça en place, en fait, on a bonifié le pourcentage qu'on accumule là, dans le fond sur notre carte privilège, puis c'est 25 Fait que, quand tu es déjà client d'Avril, ben, c'est la nourriture. Tout le monde achète. Puis avec l'inflation en plus, ben, c'est ça. Je pense que ça a vraiment fait un effet wow chez nos employés. Puis, on attire beaucoup de gens allergiques, intolérants, qui aiment la mission d'Avril, puis qui aiment manger santé, qui aiment bouger. Fait que, on attire naturellement ces gens-là, mais je pense qu'au quotidien, ce qui peut nous démarquer aussi, c'est la conciliation travail-vie personnelle. Au-delà de le dire qu'on a ça, qu'on a une politique, par exemple. Mais c'est plus rare dans des commerces de détail, dans des gros commerces de détail, d'avoir ce genre de conciliation-là. Oui, ben, tu sais, dans les dernières années, on a mis en place des programmes de réduction d'heures pour les travailleurs expérimentés. Tu sais, on a ouvert plein de. La flexibilité, là, c'est vraiment. Mais dans le commerce de détail, par exemple, pour nos gens en succursale, on avait déjà cette flexibilité-là parce que quelqu'un qui voulait travailler juste 20 heures semaine, ben, il était à temps partiel puis on lui donnait 20 heures. Mais c'est plus la flexibilité à notre centre de distribution qu'on a ouvert ce genre de programme-là pour retenir nos travailleurs qui ne veulent pas nécessairement partir à la retraite, mais qui veulent juste peut-être avoir une journée de congé de plus par semaine, puis réduire leur nombre d'heures. Fait que on a ouvert ce genre de programme-là aussi. Sinon, des programmes de relève aussi, de développement du leadership pour nos gens en succursale pour qu'ils accèdent à des postes de superviseurs adjoints, superviseurs de succursale. Donc, c'est ça. Vous comptez beaucoup sur l'évolution une fois que la personne est dans l'entreprise, comment elle peut venir évoluer dans l'entreprise aussi. Exact. Dans le fond, quand tu as commencé, tu étais étudiante, puis après ça, tu as gradué en RH. C'était quoi le poste avant? J'étais conseillère. Dans le fond, j'avais fini mes études. OK, tu avais déjà fini tes études. OK, parfait. Je n'étais pas certaine si tu avais commencé comme... Mais j'ai une de mes collègues, la directrice financière, elle était étudiante. Elle a fait des postes d'assistante gérante. Elle a fini ses études en comptabilité. Puis après ça, elle a été contrôleuse financière, puis elle est rendue directrice financière. Fait qu'on est plusieurs personnes à l'interne à avoir fait plusieurs postes ou avoir évolué avec l'entreprise.
Fait que c'est vraiment... C'est des belles histoires de réussite, là, quand on travaille des stratégies. Nous, c'est le genre de choses qu'on essaie de mettre de l'avant parce que les Ouais, gens, ils veulent participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux, puis la mission est là, elle est ouais. évidente. Fait que là, ça vient, peu importe l'âge, on veut contribuer. Puis donc, je pense qu'encore plus depuis la pandémie, on veut encore plus avoir l'impression pas l'impression, mais on veut travailler pour quelque chose de plus gros que nous. Wow. Ben, une mission, contribuer à quelque chose. Puis je pense que vous le faites bien chez Avril. Ouais. Ben, merci de t'avoir prêté au jeu avec moi aujourd'hui. C'était vraiment super agréable de pouvoir discuter. Super, mais merci à toi. Oui, merci. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est l'attraction de talent, juste te présenter rapidement, là, 2 petites minutes. Bien sûr. Donc, ben, c'est Solange. Donc, présentement, je suis directrice en ressources humaines chez Structure. Je me suis jointe à l'organisation le fin septembre, donc ça fait pas encore un an que je suis ici, mais ça approche, le temps passe quand même rapidement. Puis avant ça, ben, en fait, j'ai occupé différents postes en ressources humaines, que ce soit généraliste, formation, développement de compétences, puis quand même beaucoup attraction de talent, recrutement et tout. Toujours dans le commerce de détail. Je pense que c'est une industrie qui me passionne beaucoup. Excellent. Puis justement, comment ça se passe en ce moment, l'attraction de talent dans le commerce de détail avec une pénurie de main-d'œuvre? Et c'est difficile. Honnêtement, On dit en riant, là, mais c'est moins drôle un peu quand on est sur le terrain. Hein? absolument. Puis en même temps, mais on en rit d'une certaine façon parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. Mm-hmm. Que ça soit le commerce de détail, mais tellement de l'industrie, quand je parle avec des collègues qui travaillent dans d'autres milieux de travail, c'est vraiment ce qu'on entend. C'est devenu très difficile. Ça l'était déjà quand même, on le voyait venir, mais depuis la pandémie, là, ça a beaucoup changé le marché. Là. Puis toi, justement, avant même chez Structure, que tu étais dans le domaine du commerce de détail, c'est quoi que tu as vu comme nouvelle méthode d'attraction qui est sortie, on pourrait dire comme nouvelle méthode dans les dernières années par rapport à ça, pour venir aider? Je te dirais qu'il y a tellement de nouvelles méthodes qui sont sorties. Je pense que, dans le passé, on était habitué on affichait un poste, par exemple, puis on attendait que les gens viennent vers nous. C'était vraiment Vous un aviez marché. déjà des CV de côté qui pouvaient... Exactement. On avait des banques de CV, bon, on faisait des salons d'emploi, on récoltait les candidatures, on gardait le lien avec les candidats qui nous intéressaient le plus et tout, en pensant qu'on aurait des postes dans le futur. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement un shift. Le marché est davantage aux employés qu'aux employeurs. Donc, que ça soit de vraiment réinventer nos façons de faire. Des fois, on travaille beaucoup, en fait, avec les communautés. On regarde avec les organismes communautaires. Est-ce qu'on peut aller chercher des fois des profils différents qu'on n'allait pas chercher avant, mais qui ont plein de belles aptitudes, de belles capacités, compétences et tout. Aussi, on mise beaucoup sur nos réseaux. Je pense que récemment, c'est vraiment une des choses que je vois là, qui fonctionne bien, c'est l'approche qu'on a avec les candidats. Puis, dans certains moteurs de recherche d'emploi que je ne nommerai pas, les gens se font beaucoup solliciter. Ça en devient presque, on sent qu'on reçoit beaucoup de pression des recruteurs ou des entreprises. Puis je pense que dernièrement, nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une approche qui est à l'opposé. On prend le temps vraiment de discuter avec les gens, on leur présente nos opportunités, l'organisation. C'est vraiment tout dans l'approche. On développe un réseau de contacts. Donc, ça peut fonctionner pour le moment comme ça peut ne pas fonctionner, mais qui sait, dans quelques mois, quelques années, des fois, ça peut s'avérer là, très utile. Quand tu disais d'aller travailler d'aller chercher avec le réseau, justement, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par là, d'aller chercher avec vos réseaux? Réseaux sociaux, beaucoup. OK, parfait. Mais aussi, par exemple, juste LinkedIn, qu'on approche beaucoup de gens de cette façon-là. Donc, toi, personnellement, et non juste les médias sociaux de Structure, par contre. Exactement, oui. Puis vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de chasse de tête. On n'attend plus nécessairement que les gens appliquent sur les postes parce que l'embarras du choix est tellement grand pour les candidats qu'on attendrait longtemps là, que les gens appliquent.
J'imagine que les stratégies justement qui sont faites sur LinkedIn à la chasse, c'est peut-être plus les postes de bureau et tout ça. Puis quand on parle plus de commis, là, on vient plus de commis en magasin, tout ça, on vient plus aller sur Facebook. Des gens peut-être même qui suivent la page, qui pourraient être intéressés Oui, par des postes et tout ça. OK. exactement. Mais tu sais, pour moi, ça aussi, c'est nouveau. On fait maintenant de la chasse pour des OK. postes aussi en magasin, Parfait. des postes de commis, chose qu'on ne faisait pas avant. OK. Bon, mais tout est là pour changer, puis ça va encore continuer à évoluer dans les prochaines années. Fait qu'il y a du Ouais. bon, il y a du positif et du négatif. Puis justement, les défis actuels, là, il y a des postes qui sont plus difficiles à combler, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvés pour venir vous aider par rapport aux défis actuels? Euh, Écoute, défi actuel, ben, c'est sûr que c'est beaucoup d'attirer les gens. Je pense pas qu'il y a, tu sais, chaque poste a sa complexité. Il y a des postes tu sais, qu'on adopte une certaine stratégie, d'autres postes qu'on en adopte une autre. Mais vraiment, moi, je pense que qu'est-ce qui fait qu'on est capable peut-être un peu tu sais, de résoudre là, ces défis-là, c'est vraiment, encore une fois, tout dans notre approche. Je pense que c'est aussi ce qu'on offre en tant qu'entreprise. Donc, oui, c'est de se démarquer, voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, que ce soit de bonifier nos offres d'emploi, d'essayer des nouvelles formulations pour attirer les gens, tu sais, pour être un peu plus tu sais, agréable à lire, pour aller chercher les gens, justement. Mais après ça, c'est qu'une fois qu'on a réussi à parler avec les candidats, là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vraiment garder ce dialogue, leur faire comprendre c'est quoi notre offre d'emploi, c'est quoi notre organisation, qu'est-ce qu'on a aussi à offrir, parce que je pense que ça, les gens le recherchent beaucoup aujourd'hui. Tu sais, c'est plus juste un travail, mais c'est tout ce qui vient autour. Ouais, absolument. Puis il y a beaucoup de. On regarde comment qu'on peut justement qu'est-ce qui peut faire la petite différence pour cette personne-là de venir travailler chez nous. C'est pas nécessairement, souvent oui, c'est le salaire, mais il y a souvent d'autres petits avantages qui peuvent faire en sorte que cette personne va postuler, par exemple, la flexibilité, prendre plus de congés. Je pense que pour avoir travaillé dans le commerce de détail pendant quelques années, il y a longtemps, ça reste que on avait beaucoup moins de flexibilité. Puis là, avoir beaucoup de discussions avec des gens qui occupent ce poste-là ou des entreprises qui offrent ces postes-là, je vois qu'il y a une grosse ouverture à la flexibilité, conciliation travail-famille, de prendre des congés avant, c'était, je pense, en tout cas, moi, ce que je voyais, là, plusieurs années, c'était quand même très difficile de demander un congé dans le domaine du commerce de détail parce que ça roulait beaucoup. Mais là, je pense qu'il y a une grosse ouverture avec ça, d'être plus Oui, conciliant, en fait, là. définitivement. Puis je pense que c'est un travail aussi qu'on fait constamment avec nos gestionnaires. Puis là, tu sais, si on parle plus du côté magasin, de justement les coacher puis les amener à voir que le marché a changé, qu'on doit s'adapter, tu sais, au niveau tant de notre style de gestion, mais aussi dans nos pratiques là, quotidiennes avec les employés, puis la façon qu'on opère aussi le magasin. Tous ces éléments-là font en sorte qu'on est capable d'aller chercher du talent, qu'on est capable d'aller chercher des candidats, mais surtout des fois de se démarquer là, de la compétition. Puis tu dirais, mettons, en 2 ans, tantôt on en a parlé un petit peu, là, mais vraiment que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, l'attraction de talent, il y a 2 ans, avant pandémie et post-pandémie, les différences. Très différente, comme je le disais, c'est ça tantôt. Je pense C'est ça, qu'avant, on il y était a touché dans un un. peu. Non, ça va, ça va. Puis on était vraiment, je pense, dans un marché d'employeurs, alors qu'aujourd'hui, on est dans un marché d'employés. Au niveau de l'attraction de talent, je pense que, ben, premièrement, puis là, je parle peut-être de la fonction ressources humaines de façon plus générale, mais je pense que c'est de comprendre qu'on vit un problème en ce moment, plusieurs organisations. Puis je pense que c'est de l'accepter aussi. Puis c'est de prendre le temps de repenser à nos stratégies. Juste ce matin, on a eu une rencontre avec l'équipe qui s'occupe de faire le recrutement chez Structube, puis un de nos partenaires qui nous aide à trouver également des candidatures pour nos magasins, puis même parfois pour nos postes de bureau. Donc, on s'est organisé une rencontre, puis on a vraiment, on est reparti de la base, on a regardé qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, puis on se challenge beaucoup dans nos stratégies, dans nos pratiques, on pense à des nouvelles idées, puis après ça, ben, c'est de se rasseoir, c'est de réanalyser, puis c'est de s'adapter. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Puis c'est pas parce qu'on a essayé quelque chose puis que ça n'a pas fonctionné que c'est nécessairement un échec. Moi, je vois plutôt ça comme de la nouveauté pour beaucoup d'entre nous. Puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est en naviguant dans cette nouveauté-là, en essayant des nouvelles choses. Puis c'est de s'adapter parce qu'encore une fois, ça peut fonctionner des fois pour un poste ou pour un magasin, puis pas fonctionner. La même recette n'est pas nécessairement garantie
de résultats selon le contexte. Absolument. Puis de prendre le temps, comme tu le disais, je pense que c'est peut-être souvent négligé dans le sens que on est dans une optique qu'on est pressé, il faut trouver des gens, il nous manque des gens, on n'a pas le temps. Et là, le fait de ne pas prendre le temps, ben, vient qu'on ne vient pas optimiser les stratégies. Fait que c'est une belle boucle, belle, pas belle boucle, en fait, qui roule, puis si on ne le fait pas, ben, ça va juste continuer comme ça. Exact. Puis je pense que même, tu sais, par rapport au changement, tu sais, pendant la pandémie et tout, le fait qu'on a certes plus de difficultés à trouver du personnel, je pense que des fois aussi, en tant qu'organisation, ça nous force à repenser nos façons de faire, nos pratiques à l'interne, puis même notre organisation du travail. Tu sais, je pense que des fois, c'est facile de dire, bon, si quelqu'un quitte, est-ce qu'on remplace automatiquement cette personne? Et des fois, ça vaut la peine de revoir nos façons de faire. Est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent être partagées? Puis je pense que ça aussi, des fois, ça permet de sécuriser les gens qui restent parce que, tu sais, c'est difficile aussi pour les gens qui restent dans une organisation de voir leurs collègues partir, le temps que ça prend pour les remplacer et tout. Fait que je pense que nous, personnellement, c'est le type d'exercice qu'on essaie beaucoup de faire. Donc, tu sais, on mise énormément sur la collaboration à l'interne, on organise des rencontres, on se parle, puis on essaie de voir, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment immédiat, le temps qu'on trouve, tu sais, la solution à plus long terme. Sans que ça l'affecte trop, puis justement le fait en plus qu'il y a un Oui, départ. exactement. OK, parfait, excellent. Puis justement, là, en ce moment, pour aller chercher peut-être les talents qui sont un petit peu plus complexes, là, donc ben, tous les talents sont rendus complexes, mais ceux qui souvent nécessitent de la chasse, comment vous faites pour vous démarquer en étant dans un domaine qui fait en sorte que il y a beaucoup de gens, là, dans le fond, en ce moment, là, tous les postes de bureau, il y a beaucoup de gens qui en cherchent, il n'y a pas tant de gens qui en font, ben, ça risque qu'il faut être capable de se démarquer face à les compétiteurs. Comment vous faites de votre côté chez Structube? Je pense que, ben, tu sais, nous, premièrement, chez Structube, ça fait partie de notre ADN de garder le tout simple. On n'est pas des gens compliqués, on s'adapte, on essaye des nouvelles choses, mais encore une fois, tu sais, on essaie de rester propre à nous-mêmes. Je pense qu'en ce moment, puis je peux te donner un exemple, on cherche un assistant gérant dans un magasin. Ben, quelqu'un qui se cherche un poste d'assistant gérant, il y a des pages et des pages et des pages sur les moteurs de recherche. Donc, on devient une offre parmi tant d'autres. Je pense qu'une des choses, des fois, qu'on essaie de faire, c'est de se démarquer juste dans le titre. Parce que là, il y a tellement d'offres qu'il faut essayer d'aller capter l'attention rapidement. Donc, des fois, dans nos titres, on va rajouter des termes qu'on n'utilisait pas avant, des adjectifs. Des fois, c'est aussi une question, est-ce qu'on met le salaire, par exemple, pour aller chercher des gens et tout. Donc, on met de l'avant ce qui nous rend peut-être plus attrayants, des fois, par rapport à d'autres employeurs, d'autres compétiteurs. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est surtout, dans notre cas à nous, c'est de miser sur, une fois qu'on a le contact, qu'est-ce que nous, on a à offrir comme entreprise. Puis, je pense que nous, de notre côté, on rejoint quand même beaucoup la nouvelle pensée du travail, je pense, que plusieurs candidats ont. Tu en as parlé tantôt, là, la flexibilité, la conciliation travail-famille, vie personnelle, vie professionnelle. On met beaucoup ça de l'avant chez nous. On n'est pas je pense qu'on a une belle culture d'entreprise à ce niveau-là. On favorise énormément la collaboration, la camaraderie. C'est toutes des choses qu'on met de l'avant quand on parle aux candidats. Puis, c'est vraiment qui on est. On a par exemple, dans nos bureaux, ben, on a des horaires de 35 heures plutôt que du 40 heures. Donc, déjà là, des fois, c'est des petites choses qui font toute la différence dans la façon de voir le travail. Puis, on mise également beaucoup sur le bien-être. Je pense que ça, c'est une valeur très, très, très importante chez nos chercheurs d'emploi, d'être bien au travail parce qu'on y passe tellement de temps. Donc, c'est vraiment toutes ces petites choses-là, ces petits mots qu'on va mettre dans nos offres d'emploi ou quand on leur parle au téléphone ou même en vidéoconférence pour leur faire comprendre qu'est-ce que nous, on a à offrir qui nous diffère des autres puis qu'est-ce qui fait que ça peut être intéressant de se joindre à nous en tant qu'entreprise. Que ce feeling-là se ressente justement, juste envoyer un titre tout simplement sur une offre d'emploi. J'aime ça, ça me donne des idées pour mon prochain titre d'offre d'emploi. Donc, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super apprécié. C'était vraiment le fun. Je pense qu'il y a plusieurs petits trucs qui vont pouvoir servir à beaucoup de gens. Bien, merci beaucoup, non, ça m'a fait plaisir. Danielle, tu es directrice ressources humaines chez Primo Vélo depuis un petit peu plus d'un an. Primo Vélo, c'est une entreprise de vélo, clairement. Vous avez 6 magasins dans la région de Québec et Montréal, je me trompe pas. Exactement. 6 magasins.
Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a acquis des magasins à Québec. Auparavant, c'était 3 magasins à Brossard, Laval et Blainville. Maintenant, on a acquis 3 magasins à Québec, plus notre site web en ligne là, qui fonctionne vraiment beaucoup, qu'on considère comme un magasin, là, tellement ça fonctionne. Je suis content de te recevoir, Daniel, pour cet épisode-là parce que j'aime l'aspect de justement, toi, j'imagine que tes défis sont reliés à aller chercher du monde qui sont en succursale, puis la nature de votre entreprise fait en sorte que c'est probablement quand même assez saisonnier. Ce qui fait que vous avez probablement des défis de ce côté-là. C'est quoi? Est-ce que c'est ça tes défis en ce moment? Sinon, c'est quoi les défis qui occupent ton temps ces dernières semaines? Je te dirais que oui, le fait d'être saisonnier, c'est un enjeu. Par contre, depuis la pandémie, nous, on a bénéficié de ça. Il y a une autre saison, mais c'est pas mal à l'année, je te dirais. Par contre, tu sais, être saisonnier, c'est un enjeu, mais aussi c'est un point positif dans le fond parce que ça permet aux étudiants qui veulent travailler seulement l'été, par exemple, d'avoir un emploi juste pour l'été, puis on peut leur offrir ça. Puis de revenir les années d'après. Oui, c'est un enjeu parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pendant la haute saison, mais je te dirais que la haute saison actuellement, c'est de mars à octobre quasiment. Fait que c'est une longue haute saison. Ce qui nous apporte un autre enjeu parce que les gens qui étaient saisonniers auparavant, qui terminaient, quand ils recommençaient l'école, terminaient de travailler, mais maintenant, on a encore besoin d'eux pendant l'école, disons de septembre à novembre. Fait que c'est quand même un enjeu. Je te dirais que l'enjeu aussi, c'est d'avoir des gens qualifiés pour une période saisonnière. Fait que eux, quand ils terminent l'école, par exemple, on aurait besoin qu'ils soient prêts maintenant à travailler. Là, on a beaucoup de formations à faire, puis trouver des gens qualifiés en 2022, quand les gens, les futurs employés ont une panoplie de choix d'employeurs, pourquoi ils choisiraient nous plus qu'un autre? Fait que c'est là qu'il faut se démarquer parce que tout va tellement vite. Puis je pense que la rapidité, je te dirais que c'est notre plus grand enjeu. Puis on va très vite. Aussitôt qu'on reçoit un CV, par exemple, il faut agir super, super vite parce que tout le monde agit vite. Fait que ça aussi, je te dirais que c'est comme un gros enjeu parce qu'il y a quelqu'un qui termine l'école puis il cherche un emploi saisonnier, il n'y a pas juste Primo Vélo qui offre des emplois saisonniers, il y en a plein. Puis si les gens qui cherchent des emplois, les chercheurs d'emploi, ils ne cherchent pas à un endroit. Ils ne vont pas aller juste sur le site de Primo Vélo pour appliquer. Ils vont aller sur Indeed, sur des grosses plateformes, puis envoyer leur CV à 20 entreprises. Les 20 entreprises vont probablement rappeler ce candidat-là. Versus avant, un candidat avait peut-être 1 ou 2 appels sur 20 CV envoyés. Fait que ça, je te dirais que niveau rapidité, là, c'est quelque chose c'est très challengeant parce qu'on va vite, puis des fois, on n'est pas assez rapide quand même. Qu'est-ce que vous faites pour aller vite? Tu disais répondre au CV rapidement, mais est-ce que vous avez un processus mis en place pour justement vous aider à faire ça? Parce que ça va à travers tes autres tâches de la journée et les autres tâches de ton équipe RH. Comment vous faites pour faire ça? Premièrement, c'est sûr qu'il faut avoir une personne attitrée au recrutement. Là. Ça, c'est la base. Là, mais je parle peut-être pour des petites entreprises qui auraient juste un responsable ressources humaines. Ça doit être difficile. Je pense qu'en 2022, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une personne qui est concentrée à 100% au recrutement. Parce que justement, si jamais tu as une journée, tu es en formation toute la journée, tu reçois des CV, tu n'es pas là, il n'y a personne pour appeler les gens, il est trop tard. C'est sûr qu'il est trop tard. Fait que nous, je te dirais que notre règle à l'interne, c'est de répondre en 24 heures à un CV, mais c'est même pas 24 heures, c'est aussitôt qu'on le reçoit, appelons-le. Essayons un premier contact dès maintenant. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça. Tu ne peux pas te permettre de dire à la personne elle est en congé 2 jours, laissons les CV rentrer dans la boîte. C'est plus comme ça. Il est trop tard. Puis ce qui va arriver, c'est que 2 jours plus tard, quand tu vas appeler la personne, soit elle ne va pas te répondre parce qu'elle a déjà un emploi puis elle peut intéresser, ou elle va te répondre, mais elle va te répondre que tu n'as pas été assez vite. Fait que c'est ça qui arrive, c'est 2 jours, c'est trop long. Parce que le processus d'embauche va avoir été fait de A à Z en 2 jours. Fait que c'est ça. Fait que d'avoir une personne dédiée à ça, là, je te dirais, avant, c'était du 24 heures, un délai de réponse à un CV. Maintenant, on ne peut plus se permettre. Tu vois un CV qui rentre, elle est sur ton téléphone, soit elle a une alerte, va le voir tout de suite, puis appelle-le dans les 15 minutes. Il est là, il est devant son ordinateur, il vient d'appliquer et d'intéresser. Laisse-le pas passer parce que ça va être trop long. Après ça, il faut que tout le reste de ton processus de recrutement suive, puis ça aille vite. Fait que s'il y a d'autres joueurs, si le gestionnaire, il faut qu'il rencontre, s'il faut qu'il fasse des tests médicaux, peu importe, comment le faire le plus rapidement possible pour que le futur employé ne se désiste pas. Fait que le rester engagé, OK, tu as une autre entrevue à faire, fine, c'est correct,
mais comment est-ce que tu peux faire pour que tout aille vite, puis que l'embauche, que les papiers même soient signés rapidement, parce que sinon, il va y avoir un autre offre, puis il va se dire, ben cette entreprise-là, c'est trop long, je ne suis pas certain, l'autre me l'offre maintenant, je commence demain. Pourquoi j'attendrais? C'est fou. Est-ce que vous avez revu justement ce processus-là récemment pour essayer qu'il soit peut-être un petit peu moins chargé, pour faire en sorte que les décisions se prennent plus rapidement? J'aime que tu dises récemment. Je pense que la stratégie en 2022, c'est de le revoir à chaque semaine. À chaque semaine, il y a des discussions sur le recrutement. On n'a pas le choix. Fait que chaque semaine, il faut avoir des stratégies, il faut en parler. Puis des fois, je dis chaque semaine, mais des fois, la discussion ne va pas nécessairement venir à quelque part parce qu'on va dire, OK, bien, il me semble qu'on a tout fait, mais on n'a jamais tout fait, de un. Mais d'avoir une petite discussion à chaque semaine là-dessus, ça fait évoluer notre thinking. Fait que oui, on l'a revu, mais je te dirais qu'on le revoit tout le temps. Puis le recrutement, particulièrement en 2022, ça ne peut pas être statique. Tu ne peux pas avoir des processus statiques. Puis oui, ça mérite toujours de dire, OK, bien, cette chose-là qu'on fait dans le processus, est-ce qu'elle est nécessaire? Oui ou non? Puis est-ce qu'elle est optimale? Je te donne un exemple vraiment, vraiment simple, mais par le passé, nous, comme on a 6 magasins qui ne sont pas situés à la même place, bien, le recrutement est basé dans un seul magasin. Ma recruteur, en fait, là, elle est vraiment dans un magasin, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle envoyait les candidatures qu'elle avait passées entre une entrevue téléphonique au gestionnaire. Après ça, le gestionnaire recevait le courriel, analysait la candidature, rappelait le candidat pour booker une entrevue. Mais si le gestionnaire est occupé, là, puis qu'il n'a pas le temps, puis qu'il le rappelle 2 jours plus tard, bien, il est trop tard. Fait que maintenant, c'est le recruteur qui book les entrevues directement au gestionnaire, à l'accès au calendrier. C'est des petits trucs simples. Mais ça, c'est un exemple parce que si le candidat a appliqué aujourd'hui, bien, est-ce que le gestionnaire peut le rencontrer aujourd'hui? Oui? Bon, mais pourquoi ça ne serait pas aujourd'hui dans le fond? Fait que je te dirais que c'est ça, mais de toujours revoir nos processus, d'innover, puis toujours se demander cette étape-là, est-ce qu'elle est nécessaire, oui ou non? Puis en ce moment, nous, c'est notre saison, on est en pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut mettre sur pause ce processus-là qu'on trouvait si important dans le recrutement? Mais est-ce que pour un 6 mois, on peut le mettre sur pause? Est-ce qu'on peut se le permettre? Si oui, faisons-le, trouvons des gens, puis après ça, on reverra. C'est pas grave si c'est du temporaire, là. C'est pas grave si il y a 2 ans, on trouvait que cette étape-là du processus de recrutement était tellement importante. Bien, peut-être que maintenant, là, c'est correct qu'on la fasse pas. Est-ce que tu dirais que pour avoir une équipe à RH forte aujourd'hui, ça prend vraiment une gigantesque réceptivité au changement dans ce cas-là? Oui, 100%. Surtout en recrutement, je pense que le profil du recruteur, c'est un travail qui est quand même routinier être recruteur. Par contre, il faut que tu aies quelqu'un qui soit innovant, quelqu'un qui a des idées, qui soit analytique aussi. Parce que quelqu'un qui fait vraiment juste appliquer ses processus tout le temps, puis qui ne pense pas plus loin, il faut absolument que la personne think outside the box, puis que ce soit pour des emplois de haute gestion ou des emplois en magasin ou des emplois de caissier, il faut que tu te remettes en question. J'ai agi de telle façon cette semaine, j'ai fait telle stratégie. Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et revoir tout ça. C'est pour ça, je pense que le rôle de recruteur a beaucoup changé. Des fois, le recruteur en ressources humaines, c'est un rôle d'entrée dans le domaine qui ne demande pas toujours de l'expérience. Moi, honnêtement, que la personne ait un CV immense pour être recruteur ou pas, moi, je veux une personne qui est capable de réfléchir, justement, qui va voir à des stratégies, puis qui ne va pas juste appeler les candidats parce que c'est le premier contact avec tous les candidats. Fait que c'est la personne la plus importante, puis c'est de cette personne-là que tout déboule. Après, si la personne elle affiche sur une plateforme, puis ça ne fonctionne pas, puis elle continue d'afficher là chaque semaine, il y a un problème. Fait que c'est pour ça que je dis c'est la personne la mieux placée pour avoir des idées puis innover, c'est le recruteur, puis ça part du recruteur. Puis après ça, en équipe, bien, on peut brainstormer puis voir c'est quoi les meilleures stratégies. Puis en groupe, je pense que collectivement, on a toujours des meilleures idées, mais je pense que le mot d'ordre pour recruter puis avoir des gens en 2022, c'est vraiment innover, réfléchir, être stratégique plus que jamais. Parce que la boîte de CV, elle ne se remplit pas seule comme par le passé. Les candidats ne sont pas en mode séduction, c'est nous qui l'êtes. Fait que c'est complètement différent. Fait que je pense que d'être stratégique, là, c'est super important. J'adore. J'ajouterai à ce que tu dis, puis c'est une discussion que j'avais avec un autre invité qui est pour cet épisode-là, de ne pas travailler en silo aussi. Puis tu parlais tantôt là, ta personne RH est directement
elle gère une partie du calendrier du gestionnaire des opérations, puis Ouais. d'inclure, la personne disait il faut que tout le monde s'assoie à la même table à cette heure, parce que c'est tout le même enjeu, c'est ça, puis ça atteint tout le monde. Le marketing va aider les RH, les opérations, il faut qu'ils soient là pour les RH aussi, c'est comme tout le monde s'assoit à la même table à cette heure. 100%, puis le recrutement, moi je le dis toujours, mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des gestionnaires, c'est l'affaire des RH, c'est l'affaire du marketing. C'est pour les ventes aussi, c'est lié à tout. Parce que si tu n'as pas d'employé pour vendre, ben, tes ventes vont être négligées aussi. Fait, je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans le recrutement, puis d'impliquer les employés aussi. Les meilleurs ambassadeurs, c'est nos employés. Ceux qui aiment travailler pour nous, ben, ils ont peut-être un frère, une soeur, un ami. Fait, eux aussi, de les impliquer. Puis, tu sais, par impliquer, c'est de un qui soit au courant qu'on recrute, qu'on a besoin de gens, un programme de fidélisation, puis qui donne une petite bonification quand tu nous réfères quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi pas les remercier? Puis oui, si c'est un incitatif financier, bien oui, si jamais ça peut, le frère de quelqu'un nous trouve un employé, super, on n'a pas eu besoin de le chercher, on le sait déjà, on aime cet employé-là, fait qu'on a des bons doutes que cet employé-là, ça va être un bon employé, bien pourquoi pas? Puis, tu sais, je donne un exemple. Récemment, une de nos bonnes employées nous a référé un candidat qui habitait en Suisse. Il est originaire de Montréal, puis il voulait revenir. Il n'aurait jamais appliqué sur notre poste. Là-bas, il n'était pas prêt à partir. Elle a vu une opportunité qui concordait avec son type de personnalité, puis c'était un poste super important pour nous. Mais grâce à notre programme à l'interne de référence d'employés, bien, elle y a pensé, puis ça nous a sauvé tellement de temps. Puis la personne est « wow, on est content ». Fait que ça aussi, c'est pour ça que je dis que c'est l'affaire de tous. C'est pas juste, c'est facile de dire que c'est la personne au recrutement, mais même moi, en tant que directrice, je ne me fie pas seulement sur ma recruteur, c'est que tout le monde, ensemble, on travaille dans le même sens pour trouver des gens puis pour qu'ils restent. C'est vraiment bon. Tu as mentionné une phrase 2 fois pendant notre discussion qui était « on ne peut plus laisser entrer des CV dans la boîte ». C'est quelque chose que j'entends du bord de côté, là, pas sous cette forme-là, mais c'est assez fou. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour vous renouveler, essayer d'aller pour justement l'attraction de talent? Quel autre moyen vous commencez à utiliser? Quel autre moyen que tu aimerais explorer dans le futur aussi? Ben, je te dirais que, de un, c'est de continuer d'afficher, là, même si les CV ne rentrent pas beaucoup. Puis de voir pourquoi est-ce que les CV ne rentrent pas beaucoup. Est-ce que c'est tes descriptions de postes qui sont trop longues, qui ne sont pas attrayantes? Je l'ai dit en début, tout va vite. Fait que si la description de poste prend 20 minutes à lire, c'est trop long. Après ça, est-ce que la description de poste complète, on peut l'envoyer à quelque part d'autre dans le processus après l'entrevue téléphonique pour que la personne ait les informations complètes? Oui, mais je pense qu'il faut revoir, il faut que ça soit rapide, attrayant, puis aussi, oui, attrayant, mais que ça représente réellement le poste. Parce qu'après, si la personne rentre en poste, sur la description de poste, ça avait l'air super intéressant, puis finalement, elle arrive, puis c'est pas du tout ça. Ça ne nous aide pas. On a comblé un poste, mais il y a quelqu'un qui va quitter, ça ne fonctionne pas. Fait, oui, il y a ça, mais c'est aussi de voir c'est quoi nos autres façons de recruter que par un CV. Nous, ce qu'on a targeté cette année, c'est nos clients. On s'est dit, nos clients, ils sont passionnés de vélo, ils aiment ça. Est-ce qu'un client pourrait devenir un employé? Fait on a bâti une campagne autour de ça, de clients à employés. Fait que tous les gens qui viennent en magasin, on se dit qu'ils ont un intérêt pour le vélo. Ça veut dire, est-ce qu'eux, ils cherchent un emploi? Peut-être pas. Est-ce que ça va être eux qu'on va embaucher? Peut-être pas. Est-ce que c'est peut-être leur enfant, leur frère, leur soeur, leur ami? Donc, ils ont un réseau autour de ça. Fait nous, c'est le vélo, mais pour n'importe quelle entreprise, c'est de savoir les gens que vous targetez, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont toujours prendre un café à tel café, mais est-ce que vous pouvez faire un partenariat avec ce café-là? Fait que c'est vraiment de voir, est-ce qu'ils prennent le train chaque matin? Est-ce qu'on peut aller les voir au train? Je pense que c'est de se déplacer. C'est sûr que les classiques foires d'emploi, c'est pas mauvais, ça fait une présence. Est-ce que c'est là qu'on recrute le plus de gens maintenant? Je ne pense pas. Est-ce que ça nous fait une visibilité? Oui. Mais de voir, est-ce qu'on peut aller dans les écoles? Nous, on est saisonniers. Un petit peu avant la fin des classes, est-ce qu'on peut aller dans les écoles? On est allé dans les écoles, on a trouvé des candidats qu'on n'aurait pas trouvés avant, qui ne connaissaient pas Primo Vélo. Fait que d'une part, il y a ça. D'une part, il y a nos clients qu'on a targetés. Fait que je pense que c'est encore là de think outside the box puis de dire où est-ce qu'ils sont les gens qu'on veut. Ils sont où puis comment on peut les trouver. Comment est-ce que ça peut être rapide sans que ça prenne tout notre temps. Les compagnies qui ont 15 recruteurs, c'est parfait, ils ont sûrement beaucoup de temps.
Nous, on a une personne dédiée à 100% au recrutement, mais c'est tout. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça puis être effectif, puis que même pour les candidats, ça soit rapide? Justement, les codes QR pour appliquer, ben nous, on a mis ça de l'avant cette année, puis ça fonctionne. Tout le monde a des téléphones, tout le monde est rapide, ils viennent dans le magasin, ils prennent leur téléphone, ils scannent, ils ont accès à l'offre d'emploi, 2 minutes, ils ont appliqué. Fait que c'est d'être rapide toujours. Fait que je dirais que c'est de voir, outre l'affichage, oui, on peut peaufiner ça pour avoir suscité plus de candidatures, mais sont où les personnes, comment les trouver, comment les attirer rapidement, puis au moins juste avoir un premier contact. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un premier contact avec les gens par téléphone ou en personne pour que, une fois que ce processus-là est enclenché, je pense que c'est facile de vendre sa compagnie si on vend les vraies choses, comment que c'est, puis de rester authentique par rapport à la compagnie. Mais le premier contact, c'est ça le plus difficile. Puis je pense que c'est là qu'il faut penser d'être stratégique puis de trouver où trouver ces gens-là. Vraiment, je vois tellement de réflexes marketing dans comment tu t'exprimes de la façon de juste aller chercher. C'est comme aller chercher un client. C'est carrément ça. C'est fou comment il y a de parallèles à les faire. Puis j'aime vraiment votre activité. Merci, Daniel. Je retiens vraiment plein de choses. C'est une belle discussion. Je retiens être rapide, impliquer ses employés. Je mets ça, mais aussi je retiens fort de savoir où est-ce que ton target est, mais d'impliquer les clients, ça, j'ai adoré ça. Merci pour la discussion, merci d'avoir participé à l'apéro RH. Ça fait plaisir, merci à toi. Sébastien, tu es VP pratique numérique chez Edelman Canada. Edelman, c'est que je ne connaissais pas avant, mais que j'aurais dû connaître. On a eu une belle discussion lors d'un réseautage la semaine dernière. Edelman, c'est une référence mondiale de ARP, même de marketing, dans le monde qui engage plus de 6000 personnes en tout à l'entour du club. Toi qui es VP pratique numérique, je pense qu'il y a un aspect marketing beaucoup à ce que tu fais, mais je pense que aussi qu'on avait une belle discussion sur le marketing RH au réseautage, ce qui fait que je me suis dit, il faut que je te reçoive pour cet épisode-là d'Attraction de talent. Ça faisait trop de sens. Dis-moi même un petit peu en contexte des auditeurs, qu'est-ce que tu fais par rapport au marketing RH chez Edelman Canada? Qu'est-ce que tu fais carrément chez Edelman? Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter, Jean-Michel. Ça me fait plaisir d'être ici et de pouvoir échanger avec toi. Écoute, Edelman, c'est 70 ans d'histoire et on est, comme tu as dit, on est une entreprise mondiale. On est un peu partout dans le monde. Au Québec, on est un peu moins connu. On est une trentaine d'employés ici, 250 à la grandeur du Canada. Et puis, ce qui m'amène à participer à ton podcast, c'est notre conversation qu'on a eue au sujet du marketing RH puis de l'acquisition de talents numériques. Puis c'est une spécialité que j'ai développée au cours des dernières années. Puis c'était quelque chose que je n'avais pas prévu nécessairement dans ma carrière. Moi, historiquement, j'étais beaucoup du côté des solutions web, du côté des campagnes, mais beaucoup dans le packaging des campagnes, développement d'outils, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un client dans le domaine des produits forestiers qui m'a approché, puis on est en 2012. Puis il s'en allait vers une période assez difficile de plusieurs départs à la retraite. Sur une période de 5 ans à ce moment-là, ils avaient 40% de leurs employés qui allaient être remplacés. Donc, c'est des employés un peu partout là, au Québec, en Ontario, en France. Ils avaient aussi des installations aux États-Unis, donc un très grand client. Et puis, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je connais là-dedans, moi, le recrutement, l'acquisition de talent. Puis bon, mais bon, quand tu connais le marketing, quand tu connais la communication, quand tu connais les outils aussi, puis comment convertir les gens, tu as déjà une longueur d'avance. Donc, cette personne-là qui m'avait invité avait vu quelque chose que moi, à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement vu. Puis, elle m'a mis en contact dans le cadre vraiment d'un task force pour le recrutement. Et on a été en contact avec des chercheurs de talent, des chasseurs de tête, des gens de RH, des gens de communication. Donc, différentes personnes de différents horizons qui ont pu collaborer pour développer un programme. Donc là, on est en 2013. J'ai continué au fil des années avec ce client-là. Puis, j'en ai développé une spécialité. Lorsque je suis arrivé chez Edelman en 2015,
il y a eu d'autres opportunités qui sont présentées pour d'autres clients. Donc, depuis, moi, j'ai fait ça dans l'aérospatial, j'ai fait ça dans le domaine de l'énergie, dans les services professionnels, de différentes façons. Donc, ce qui, au début, était quelque chose d'un peu réactif, un peu par la bande, puis un à côté, est devenu une spécialité. Et donc, au cours des prochaines années, vraiment, je vais me spécialiser pratiquement entièrement là-dessus. Sur tout ce qui est développement de marque employeur, de tout ce qui est outils d'engagement des employés et d'acquisition de talent au niveau numérique. Sébastien, tu m'as dit lors de notre réseautage une statistique qui m'a fait complètement capoter, qui était pour 100 employés en ce moment, il y en a juste 80 pour les remplacer au Québec. C'est au Québec, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est une statistique très intéressante parce qu'on se pose la question beaucoup depuis la pandémie, sont où ces employés-là? On entend parler de pénurie de main-d'œuvre, on entend parler de toutes sortes de secteurs qui cherchent des employés, puis on est vraiment dans un marché de chercheurs d'emploi. C'est vraiment les chercheurs d'emploi ou les employés qui ont le gros bout du bâton à ce moment-là. Puis la stat dont je te parlais, c'est en lien avec les départs à la retraite. Donc, on s'entend que la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose d'assez complexe. Là. On pourrait aller du côté de l'immigration, on pourrait aller du côté du développement de talent, on pourrait aller du côté de l'automatisation, des changements de carrière dus à la pandémie ou à toutes sortes d'autres choses. En ce qui concerne les départs à la retraite, on parle de la tranche d'âge 55-64 ans. Pour 100 personnes qui partent à la retraite, il y en a seulement 80 nouveaux pour les remplacer. Donc, il y a un manque à gagner. Puis ce manque à gagner, là, il n'est pas nouveau. C'est sûr que c'est un hot topic en ce moment. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est graduel et je pense que ça va continuer à s'aggraver. Donc, si il y a, je ne sais pas, 5-10 ans, on avait 90 personnes pour remplacer ces 100 personnes-là, ben, peut-être que c'était moins criant. Mais là, c'est tous les domaines. On entend parler de stats qui sont sortis très récemment. On parle il y a 1 million d'emplois qui vont être à combler au Québec d'ici au cours des prochaines années, au cours de 2024. Puis ça, c'est une augmentation de 40 par rapport à l'année précédente. Et quand si tu veux d'autres chiffres qui t'intéressent, là, quand je te dis que c'est un marché de chercheurs d'emploi, selon Ipsos, tu as 63 des Canadiens qui sont âgés entre 18 et 34 ans qui prévoient chercher un nouvel emploi en 2022. 63 OK? Si tu étends ça à tous les Canadiens, c'est un peu moins, mais c'est quand même 43 Donc, on est vraiment dans un mode de renouvellement du personnel, de re-questionnement des façons de travailler. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un employé? Puis, bon, on peut étendre ça à toutes sortes de questions comme, puis très, très liées à la marque employeur, à savoir qu'est-ce qu'on leur offre à ces employés-là? Qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient chez nous au lieu d'aller chez le compétiteur? Donc, on a un travail à faire du côté des employeurs pour raconter une vraie histoire. Donc, quand on parle on a toutes sortes de rankings de meilleurs employeurs, puis dans telle catégorie ou dans telle autre catégorie, que ce soit en diversité pour les milléniaux, pour les jeunes, pour peu importe qui. Et ce qu'on raconte dans le marché via des campagnes sur les sites web, les médias sociaux, puis tout ça, il faut que ça soit vrai. Parce que très rapidement, les gens qui vont être en contact avec votre entreprise, ils vont flairer si vous leur avez raconté n'importe quoi ou encore si c'est vrai. Et tout ce qui est recommandation d'employés pour aller vers un employeur va être super important. Donc, l'employé lui-même est vraiment une extension de son entreprise et un contributeur direct au succès du recrutement. Ça veut dire que si vous avez des employés qui sont heureux, si vous avez des employés qui sont engagés, des gens qui comprennent la vision de l'entreprise, mais ces gens-là sont beaucoup plus susceptibles de vous aider à attirer d'autres talents, à recommander leur employeur comme étant un bon endroit pour travailler.
Et ça va bénéficier à l'entreprise. Donc, on n'est plus dans une logique d'il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans où c'était l'employeur qui déterminait, qui dictait toutes les règles. Maintenant, avec le travail à la maison, avec les modes hybrides, les différentes façons de travailler, les outils qui nous permettent de nous connecter, on voit toutes sortes de changements. Il y a des entreprises qui offrent des vacances limitées, il y a des entreprises qui vont offrir une qualité de vie au travail. On voit souvent des packages de bienvenue. J'ai reçu mon laptop, j'ai reçu mon kit, j'ai reçu mon hoodie, j'ai reçu un paquet de choses qui font en sorte que je sens que je fais partie d'une équipe. Donc, tous ces petits facteurs-là, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter le monde avec un hoodie, mais ça contribue à faire en sorte que l'expérience employée va être positive, pas juste sur le court terme. Et il faut faire durer ça. Puis quand je te parle de faire durer ça, là, on a d'autres chiffres, ça c'est selon LinkedIn. Tu as 75% des professionnels qui se considèrent comme étant des chercheurs d'emploi passifs. Ils ne sont pas en train de regarder pour des emplois, ils ne sont pas en train de faire des démarches, leur CV n'est peut-être même pas à jour. Par contre, s'il y a quelqu'un qui cogne à leur porte sur LinkedIn, un recruteur qui les approche, les recruteurs vont réussir à piquer leur curiosité, puis les gens vont se dire pourquoi pas, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez à m'offrir, qu'est-ce que vous avez à me raconter, puis voyons voir. Donc, un chercheur d'emploi passif à la hauteur de 75%. Je ne sais pas, regardez combien vous avez d'employés chez vous, et puis c'est des chiffres qui sont assez épeurants. D'un point de vue employeur. Donc, l'espèce de mouvement, de Great Resignation, c'est pas terminé. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'articles rédigés à cet effet-là. C'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des domaines et disons que c'est un combat assez féroce entre les différents employeurs pour attirer les meilleurs talents et surtout pour les garder. Vraiment, vraiment belle. J'aime vraiment tes points. J'aime particulièrement ce que tu as dit à propos de commencer par l'intérieur, de genre travailler Tu sais, on pense souvent, l'épisode s'appelle acquisition de talent. Je pense qu'intuitivement, ce qui vient en tête, c'est de penser à comment je vais attirer, qu'est-ce que je vais faire comme moyen pour aller chercher le monde. Hein? On est en mode comme outreach de penser, je vais aller faire de la pub là, je vais aller mettre ça sur Indeed, je vais aller faire des choses qui sont extérieures à mon entreprise. Alors que toi, ce que tu dis, c'est on peut commencer aussi l'acquisition de talent par l'intérieur de l'entreprise. Puis je pense que c'est vrai je pense que ça fait du sens beaucoup de dire que travailler le sentiment d'appartenance avec les employés à l'entreprise fait en sorte que ça facilite le recrutement en bout de ligne parce que les gens, la réputation de l'entreprise va être meilleure. La réputation de comment ça a l'air le fun de travailler là-bas, le bouche à oreille, les gens qui travaillent là quand ils savent qu'on est en pénurie d'employés, là, ils vont en parler on engage parce qu'ils vont dire hey, c'est le fun de travailler avec nous. Ce qui fait qu'on devient comme un petit peu top of mind de plus en plus pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Fait que c'est super intéressant. C'est fou de se dire qu'il y a 2 générations plus tôt, on était à 2-3 emplois, puis que là, tantôt, tu as dit que le 60%, j'ai plus le chiffre que tu as dit, mais une majorité. 63% du monde pense changer d'emploi dans la prochaine année. C'est capoté, là, c'est immense. Oui. On est dans une logique qui est complètement différente. Si on regarde les générations précédentes, on avait des gens qui pouvaient être ce qu'on appelait des lifers. J'ai travaillé pour une entreprise pour laquelle on faisait un programme de reconnaissance des années de service des employés. Et c'est dans un domaine très traditionnel. Et on avait, c'est une compagnie avec des chapeaux de travailleurs, les hard hats. Puis ces gens-là avaient un petit collant lorsqu'ils atteignaient les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de temps accumulé au sein de l'entreprise, mais ils avaient un petit sticker collé, un autocollant collé à l'arrière du casque. Puis, c'était une façon de reconnaître les années de service, mais on avait des gens là, qui c'était 40 ans. Quand tu penses 40 ans dans la même organisation, c'est quelque chose qui ne se voit plus puis qui ne se verra probablement plus non plus. Donc, il faut arrêter de penser que les employés, il faut arrêter de tenir pour acquis les employés qu'on a. C'est important de les développer, de les accompagner, de leur faire sentir qu'on a un plan de carrière pour eux, qu'on est capable de les amener
à un autre niveau. Que ce soit puis là, c'est au niveau personnel, mais aussi au niveau des capacités, des skills et évidemment toute la notion de compensation monétaire, donc les conditions de travail, les salaires, c'est super important. C'est fini le temps où la dernière question qui est posée lors d'une entrevue, c'est oui, puis qu'est-ce que vous allez demander comme salaire? Donc, il faut être agressif de ce côté-là et ça ne donne rien de perdre du temps avec un talent, un candidat qui a peut-être 3 offres sur la table ou qui peut en accumuler comme il voudrait. C'est important d'être très transparent puis de communiquer très clairement qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à vendre comme job en tant qu'employeur. Puis, quand on parlait tantôt de faire des programmes qui partent de l'intérieur, ça coûte beaucoup moins cher de retenir ton talent que d'aller en chercher du nouveau. Okay? Donc, ça, c'est le conseil du jour, c'est investissez dans la rétention et ensuite dans l'acquisition. Puis souvent, les entreprises font l'erreur d'aller chercher du monde, toujours du nouveau monde, puis d'aller, tu sais, la grosse machine pour rentrer du talent dans le pipeline, là, ça, c'est une machine qui est bien huilée. Sauf que ces employés-là, ils sont mal reçus. Donc, tout ce qui est programme d'accueil, programme de onboarding, l'entreprise a complètement laissé de côté ce genre de préoccupation-là. Et donc, ça donne des scènes. J'ai vu ça, moi, dans des programmes où un nouvel employé qui arrivait et qui était pendant 1 semaine ou 2, pas d'ordinateur, pas de téléphone, puis l'employé, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il se pose la question, coudonc, est-ce que m'attendiez-vous vraiment? Aviez-vous vraiment besoin de moi? Puis donc, ça, c'est très démotivant. Donc, c'est important de maintenir l'intérêt tout au long du cycle de vie de l'employé au sein d'une entreprise, que ce soit en approche, donc tu sais, tout ce qui est création de notoriété. Après ça, il va considérer travailler pour nous, il va appliquer sur une job, on va l'embaucher, on va ensuite l'accueillir, donc tout ce qui est onboarding, mais on va développer sa carrière. Puis ce qu'on veut, c'est l'amener au stade où il devient un ambassadeur de notre marque. Donc, de notre marque, que ce soit pour les produits et services, mais aussi en tant qu'employeur. Donc, on n'est plus, comme entreprise, maintenant, on n'est plus seulement en train de vendre, on n'est plus en train juste de dire aux gens, achetez nos produits, achetez nos services. On est en train de dire, achetez le concept que nous sommes en tant qu'employeurs. Donc, ça nous mène à des conversations complètement différentes et ça nous mène aussi à développer des programmes d'acquisition qui sont basés là-dessus. Je peux donner un exemple, si tu le veux bien, Jean-Michel, d'un programme qu'on vient tout juste de lancer avec une entreprise dans le domaine des jets d'affaires. On a basé notre programme d'acquisition de talent pour des centres de services bien précis aux États-Unis. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup de postes qui sont ouverts en ce moment et on leur a demandé de nous aider à donc affiner un peu les besoins, savoir, on ne peut pas chercher pour tout le monde, partout, tout type d'emploi, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est du spray and pray, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'on soit vraiment très, très ciblé, là, laser focus, comme on dit en anglais. Et on est atterri sur des types d'employés techniciens dans 2 centres en particulier, donc en Arizona puis en Floride. Donc, c'est un programme qu'on mène à partir d'ici au Canada, chez Edelman. Et ces programmes-là sont faits en utilisant, au lieu de juste dire, applique sur la job, on a bâti des histoires, donc des histoires d'employés qui sont heureux dans leur domaine de travail, puis on leur a fait parler de différentes choses, que ce soit ce qu'ils aiment dans leur travail, donc le travail qu'ils accomplissent au quotidien, que ce soit au niveau de la croissance, que ce soit au niveau du travail d'équipe. Donc, on a identifié certains piliers de contenu qui sont ressortis suite à des conversations qu'on a eues avec différents techniciens. Et on est arrivé à bâtir un programme. Donc, on a créé des clips vidéo avec différents techniciens qu'on utilise sur des pages d'atterrissage. Et avec des tactiques de médias payants, on attire les gens, on cible les talents
sur différentes plateformes, que ce soit au niveau social, au niveau programmatique, au niveau engin de recherche, pour les attirer directement sur nos plateformes. Et le but ici, c'est de poursuivre l'histoire. Donc, on a semé une petite graine avec la pub. Ils ont cliqué sur une pub, ils atterrissent sur une page d'atterrissage. Et à partir de là, on veut qu'ils puissent accomplir une tâche qui est de cliquer sur un bouton postuler. Donc, ce bouton postuler va faire en sorte que ces gens-là vont être transférés vers le Applicant Tracking System. Puis l'ATS de l'entreprise va prendre le relais à ce niveau-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu es obligé d'avoir une collaboration avec ton client, mais pas seulement avec ton client, celui avec qui tu parles tous les jours, c'est les différents départements. Donc, ce que moi je te raconte, c'est du marketing, c'est de la communication, mais la raison pour les gens pour lesquels on fait ça, c'est des gens d'RH. Donc, c'est des gens qui vont gérer la suite des choses. Quand je parlais d'onboarding, quand je parlais de recrutement, bien, ces gens-là vont les recevoir. Donc, il faut leur envoyer ce dont ils ont besoin. D'où l'importance de briser les silos. Silos de communication qu'il y a en entreprise historiquement, les communications, le marketing ne s'occupent pas des RH et l'inverse est aussi vrai. Ces gens-là, maintenant, sont obligés de s'asseoir à la même table, sont obligés de partager des budgets, sont obligés aussi de partager des données. Lorsqu'on fait une campagne, on est capable de voir toutes sortes de choses. Je suis capable de te parler de taux de clic, je suis capable de te parler d'impression, je suis capable de parler de nombre de visites, je suis capable de te parler d'un paquet de choses que les gens, que les plateformes vont nous enseigner par rapport au contact avec les publicités ou les pages d'atterrissage ou tout au long du processus. Par contre, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'est on engage-tu du monde? Au final, si j'ai des super résultats, puis mes pubs convertissent, puis les gens regardent mes vidéos au complet, mais qu'au final, l'entreprise n'est pas capable d'embaucher, le problème peut être à différents niveaux. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de dire, OK, pause. OK, premièrement, ça nous prend un processus au niveau de l'embauche. Comment vous fonctionnez? Donc, les étapes de recherche sont très, très importantes pour comprendre l'entreprise qu'on tente d'aider. Il y a tellement de parallèles à dresser entre le marketing et les ressources humaines, puis même les coms, justement. Ça fait tellement de sens, justement, que le marketing RH prenne de plus en plus de place. Merci, Sébastien, pour ton. C'était vraiment rempli de conseils intéressants. Je pense, entre autres, à miser sur la rétention, pas seulement sur l'acquisition, être laser focus sur ses recherches, y aller poste par poste, même région par région, puis pas le spray and pray, comme tu as dit. Merci de tes conseils, merci d'avoir partagé sur l'apéro RH, super apprécié. Puis, on se reparle. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne chance avec les autres épisodes, on va être avec. Cet épisode était présenté par l'agence marketing WebNC. Sois des nôtres dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.